La politique d'Aristote, livre 4e, chapitre 10. Sommaire. Suite. De la position de la cité. Condition qu'il faut rechercher, la salubrité des eaux. Des fortifications de la cité. Il lui faut des murailles qui puissent aider au courage de ses habitants. Fausse théorie répandue à ce sujet. Les progrès de l'art des sièges exigent que les cités sachent se défendre aussi habilement qu'on les attaque. Nous ne répéterons pas pourquoi la cité doit être à la fois continentale et maritime, et en rapport autant que possible avec tous les points du territoire. Nous l'avons dit plus haut. Quant à la position prise en elle-même, 4 choses surtout sont à considérer. La première et la plus importante, c'est la salubrité. L'exposition au levant et au vent qui souffle de ce côté est la plus saine de toutes. L'exposition au midi vient en second lieu, et elle a cet avantage que le froid y est plus supportable durant l'hiver. À d'autres égards, l'assiette de la ville doit être également choisie en vue des occupations intérieures qui ont les citoyens et des attaques qu'elle peut avoir à supporter. Il faut qu'en cas de guerre, les habitants puissent aisément en sortir, et que les ennemis aient autant de peine à y entrer qu'à en faire le blocus. La cité doit avoir dans ses murs des eaux et des sources naturelles en quantité, et à leur défaut, il convient de creuser de vastes et nombreuses citernes destinées à garder les eaux pluviales pour qu'on ne manque pas d'eau, dans le cas où, durant la guerre, les communications avec le pays viendraient à être coupées. Comme la première condition, c'est la santé pour les habitants, et qu'elle résulte d'abord de l'exposition et de la situation de la ville telle que nous l'avons dite, et en second lieu de l'usage d'eau salubre, ce dernier point exige aussi la plus sérieuse attention. Les choses dont l'action s'exerce sur le corps le plus fréquemment et le plus largement ont aussi le plus d'influence sur la santé, et telle est précisément l'action naturelle de l'air et des eaux. Aussi, partout où les eaux naturelles ne seront ni également bonnes ni également abondantes, il sera sage de séparer les eaux potables de celles qui peuvent suffire aux usages ordinaires. Quant au lieu de défense, la nature et l'utilité de l'emplacement varient suivant les constitutions. Une ville haute convient à l'oligarchie et à la monarchie. La démocratie préfère une plaine. L'aristocratie rejette toutes ces positions et s'accommode plutôt de quelques hauteurs fortifiées. Quant à la disposition des habitations particulières, elle paraît plus agréable et généralement plus commode si elles sont bien alignées, à la moderne, et d'après le système d'Hippodanius. L'ancienne méthode avait au contraire l'avantage d'être plus sûre en cas de guerre. Les étrangers, une fois engagés dans la ville, pouvaient difficilement en sortir, et l'entrée ne leur avait pas coûté moins de peine. Il faut combiner ces deux systèmes, et l'on fera bien d'imiter ce que nos cultivateurs nomment des quinconces dans la culture des vignes. On alignera donc la ville seulement dans quelques parties, dans quelques quartiers, et non dans toute sa superficie, et l'on réunira par là l'élégance et la sûreté. Enfin, quant aux remparts, ceux qui n'en veulent point d'autres pour les citer que la valeur des habitants, sont dupes d'un vieux préjugé, bien que les faits aient sous leurs yeux hautement démenti les cités qui s'étaient fait ce singulier point d'honneur. Il y aurait peu de bravoure à ne se défendre contre des ennemis égaux ou peu supérieurs en nombre qu'à l'abri de ces murailles. Mais on a vu et l'on peut voir fort bien encore les assaillants arriver en masse sans que la valeur surhumaine d'une poignée de braves puisse les repousser. Pour se mettre donc en garde contre des revers et des désastres, pour échapper à une défaite certaine, les moyens les plus militaires sont les fortifications les plus inexpugnables, surtout aujourd'hui, où l'art des sièges avec ses traits et ses terribles machines a fait tant de progrès. Refuser des remparts aux villes serait aussi peu sensé que de choisir un pays ouvert ou d'en niveler toutes les hauteurs. Autant vaudrait défendre d'entourer de murs les maisons particulières, de peur d'inspirer de la lâcheté aux habitants.
Mais il faut bien se persuader que quand on a des remparts, on peut à volonté s'en servir ou ne pas s'en servir, et que dans une ville ouverte, on n'a pas le choix. Si nos réflexions sont justes, il faut non seulement entourer la ville de remparts, mais il faut, tout en faisant un ornement, les rendre capables de résister à tous les systèmes d'attaque, et surtout à ceux de la tactique moderne. L'attaque ne néglige aucun moyen de succès. La défense de son côté doit chercher, méditer et inventer de nouvelles ressources, et le premier avantage d'un peuple qui est bien sur ses gardes, c'est qu'on songe beaucoup moins à l'attaquer. Mais comme il faut pour les repas communs partager les citoyens en plusieurs sections, et que les murailles aussi doivent de distance en distance et aux endroits les plus convenables avoir des tours et des corps de garde, il est clair que ces tours seront naturellement destinées à recevoir les réunions de citoyens pour les repas communs. Tels sont les principes qu'on peut adopter relativement à la position de la cité et à l'utilité des remparts.